Libération 4 et je donne la parole à Julie Lernos. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Nous voici donc à la présentation du rapport annuel sur le développement durable. Comme vous le savez, c'est une obligation réglementaire. Nous le faisons donc chaque année. Nouveauté cette année, nous l'adossons à notre débat d'orientation budgétaire que nous venons d'avoir. Et c'est une première étape pour s'engager dans la démarche d'avoir travaillé sur des indicateurs stables en matière de développement durable. Cela a fait l'objet de discussions pendant le mandat précédent et surtout de nous orienter vers un budget climat, puisque cela a été souligné. Il y a des choses et des économies qui sont générées en mettant plus d'écologie dans nos politiques publiques, mais il y a aussi des dépenses à réorienter. Et donc, c'est bien le sens de mettre et de permettre d'adosser le rapport développement durable au débat d'orientation budgétaire. Alors, pour parler du rapport qui vous est présenté et que vous avez reçu, il concerne une période qui est assez singulière. Je ne reviendrai pas dessus puisque ça a été largement débattu, puisqu'il s'agit de l'année 2019-2020 qui ont été bien sûr fortement questionnées par la crise, la pandémie de la Covid qui a réellement bouleversé nos vies. Nous avons de cela retenu trois axes qui ont particulièrement été bouleversés, notamment la mobilité et l'urbanisme tactique, la question de l'alimentation et réinterroger notre sécurité alimentaire, et puis la manière dont nous travaillons aussi sur notre métropole qui est toujours aujourd'hui relativement perturbée. La première partie du rapport développement durable revient sur les effets de la crise sur l'environnement et puis vous y trouverez aussi le fait que cette pandémie a une origine environnementale qui est maintenant démontrée, le changement d'affectation de terre, de nos terres agricoles, la destruction environnementale crée ce qu'on appelle des zoonoses et des pandémies. Nous l'avons toujours su et nous avons réitéré la santé comme une priorité absolue de notre mandat, mais la dégradation environnementale entraîne des effets notables sur la santé. Alors, ce qui a été communément dit et publié, c'est que, bien sûr, le premier confinement a ralenti de manière générale les émissions de gaz à effet de serre de 5 à 10% en 2020 et de fait, nous avons pu à ce moment-là profiter aussi d'une qualité de l'air supérieure et aussi de moins de pollution par le bruit. Nous avons également, en effet, positif pu voir que nous avons eu une certaine forme de résilience dans l'organisation de notre vie, une organisation humaine qui s'appuie sur la relocalisation. Mais tout cela engendre aussi des effets, bien sûr, négatifs qu'il nous s'agit de mesurer sur le court terme, mais aussi sur le moyen et le long terme. La Convention citoyenne Covid sur le Covid est un des éléments d'évaluation. À noter les effets notables négatifs, c'est bien sûr la baisse de la fréquentation des transports en commun de la moitié pendant cette période 2019-2020. Et puis, la baisse du prix des énergies fossiles, elle avait baissé de 70% entre janvier et avril 2020, avec une fragilisation notamment des énergies renouvelables qui peut être à craindre. Un moratoire aussi sur les normes environnementales, avec notamment la réintroduction de certains pesticides. Et puis, ça a mis aussi en exergue tout cela, la question de l'adaptation, la nécessité d'adapter notre forme de ville, notre urbanisme. Ça a révélé aussi les inégalités dans l'habitat quand on est confiné. Et puis, ça a par contre réveillé un souhait aussi d'avoir une ville plus aérée. Voilà pour la première partie du rapport développement durable qui est riche d'enseignements et qui nous invite aussi à réfléchir de manière différemment et à prendre en compte cela dans la manière dont on priorise nos politiques publiques, notamment sur la relocalisation de l'économie. Je le disais, un des écueils à éviter, c'est de fait de la baisse des produits très carbonés, de l'énergie très carbonée. C'est comment, de fait, on s'appuie sur cette crise aussi pour relancer une autre économie orientée vers les secteurs dont nous avons
vraiment besoin, notamment sur la rénovation énergétique et thermique des bâtiments, qui est une de nos grosses priorités, mais également sur la mobilité et puis la production locale d'énergie renouvelable, parce que si je disais la baisse des prix pétroliers fait en sorte que les projets d'énergie renouvelable aujourd'hui sont mis en péril. On a vu que pendant la crise de Covid, où on a eu moins recours à l'énergie carbonée, de fait, le taux d'énergie renouvelable dans notre consommation a été augmenté. Voilà pour cette partie sur utiliser les enseignements de la crise pour penser le monde d'après. Un élément qui a été fortement mis en exergue pendant la crise du Covid, c'est l'alimentation. Nous avons un système alimentaire qui est mondialisé. De fait, nous ne faisons pas exception, même si nous avons un taux d'autonomie alimentaire un peu supérieur que dans les autres métropoles. Nous importons plus de 94% de l'alimentation de l'extérieur de notre territoire pour notre consommation, et ce que nous produisons, nous l'exportons aussi à plus de 94%. Face à la crise et face aux défis que cela a posés, nous avons vu une implication différente, comme dans de nombreux domaines, de tous les acteurs face à la crise, que ce soit les producteurs agricoles, les commerçants, les institutions, les citoyens. Et puis nous avons vu aussi qu'il y avait là une nouvelle précarité qui était assez criante, qui était la précarité alimentaire qui je rappelle que dans le PAT, un de nos objectifs qui a été adopté, c'était de garantir une alimentation saine à toutes et tous. Et je pense que c'est un objectif autour duquel nous continuons à nous rassembler pour le traduire réellement en politique publique. Alors la solidarité alimentaire a été quelque chose d'assez clé. Dans les études, nous voyons de manière préoccupante que 60% des ménages les plus précaires disent ne plus avoir recours à des produits frais dans leur alimentation. On voit bien les effets que cela peut avoir sur la santé. Alors, face à cela, il y a une véritable organisation entre les institutions et toutes les associations aussi caritatives pour pouvoir délivrer de l'alimentation à celles et ceux qui en avaient besoin. Je ne vous répète pas les chiffres, vous les voyez ici, notamment également en faveur des étudiants qui se sont trouvés là aussi dans une précarité assez forte. Et puis l'initiative qu'il y a eu aussi des services des espaces verts autour de paysages nourriciers. C'était une manière de faire qui a historiquement été fait pendant deux grosses crises qui ont été les guerres mondiales, où Nantes a utilisé ces espaces verts pour pouvoir nourrir aussi une partie de la population. Je pense que tout cela doit nous amener à réfléchir différemment et surtout à agir pour relocaliser notre production alimentaire sur notre territoire. Le deuxième volet sur les trois que nous avons mis en exergue ici, cela a fait partie des éléments qui ont été rapportés, c'est la question de la ville apaisée, de la mobilité active et de l'urbanisme tactique. Nous avons bien sûr vu que quand nous étions dans un confinement total, la réduction du trafic routier a été très très fort, avec un impact forcément positif sur la qualité de l'air et sur les baisses des émissions de gaz à effet de serre, mais nous savions en préparant le déconfinement que si chacun, de fait, de peur de se contaminer dans les transports en commun, allait privilégier un usage de mobilité individuelle, si chacun prenait une voiture, cela allait totalement congestionner notre ville. Et de fait, nous avons fait le choix assumé, résolu, de parier sur l'urbanisme tactique, dont, avec une évaluation sur la pérennisation de ces aménagements. De fait, nous avons passé toute la ville à 30 km/h pour ce qui est de la ville de Nantes, suivant aussi d'autres communes sur la métropole. Nous avons mis en place des aménagements provisoires pour les vélos, mais aussi pour les piétons, puisque nous avons vu dans les utilisateurs de transports en commun, et vous le trouverez tous les chiffres dans le rapport développement durable, le fait qu'une partie de ces utilisateurs se sont reportés sur le vélo à 42%, mais 25% aussi sur le piéton. C'est là donc une mesure qui était urgente, utile et importante à mettre en place, et cela est un véritable accélérateur pour la question de la mobilité, l'atteinte des objectifs que nous avons adoptés dans notre plan de déplacement urbain. Voilà pour cette partie-là. Ensuite,
vous le voyez, on a mis en exergue aussi la question du télétravail. Nous avions acté cela dans nos différents plans et politiques publiques. Nous avons là eu, j'ai envie de dire, une expérimentation qui est toujours en cours, grandeur nature, avec des effets bénéfiques et aussi des effets négatifs. Je pense aussi au moment où on a rédigé ce rapport développement durable, nous avons mené 2 enquêtes auprès des employeurs de la métropole et également auprès des salariés de la métropole et puis nous avons bien sûr en tant qu'employeur fait cette même enquête au sein des fonctionnaires de la métropole et de la ville de Nantes. Vous voyez là les résultats de cette enquête. Je précise que cette enquête a été menée avant quelque part le prolongement de la crise, c'est-à-dire que les effets bénéfiques et les réponses qui ont été amenées par celles et ceux qui ont répondu à cette enquête doivent aussi se mesurer sur le temps long, c'est-à-dire la question du télétravail forcé, la question des droits sociaux aussi qui doivent y être associés, doivent faire partie d'une observation bien plus poussée encore. Nous avons noté déjà un certain nombre de points à améliorer, notamment l'accompagnement des managers vers une meilleure gestion des équipes à distance, parce que c'est réellement un nouveau métier. Et il y aura aussi une question sur le réaménagement des locaux, puisque dans les enquêtes que nous avons pu mener auprès des entreprises du territoire, il y a 7% des entreprises qui disent déjà réfléchir à diminuer leur surface de bureau. Donc cela va avoir forcément un impact aussi sur l'urbanisme et sur la manière dont on organise la vie et la vie active sur notre métropole. Et puis, il y a une grande partie des entreprises qui disent déjà penser au réaménagement et qui ont déjà de fait, avec les normes sanitaires, réaménagé leurs locaux en fonction. Voilà un portrait du rapport développement durable qui, je pense, est un élément supplémentaire dans notre réflexion sur ce qu'a amené la crise, on n'en est pas sorti, ce qui nous invite à réfléchir, et puis des points aussi qui vont se transformer dans la durée. Les 3 sujets que nous avons évoqués, ce sont 3 axes important de contribution à la transition écologique, mais pas seulement. C'est une véritable mode de vie qui s'organise de manière différente et qu'on aura à porter aussi dans la durée. Voilà, mes chers collègues, le rapport développement durable de cette année.